Bonjour à tous, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir que je vous propose cette première vidéo, cette première clé qui s'intitule « Dualité, base essentielle de l'existence menant vers une dimension holistique ». Alors, on va définir ces deux concepts essentiels qui sont d'une part la dualité et d'autre part la dimension holistique. Alors, tout d'abord, la dualité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La dualité, il y a la notion de dual, okay, qui veut dire deux. Okay, donc, en fait, quelque part, c'est deux pièces d'une même médaille qui forment un ensemble. Pourquoi je dis que c'est existentiel? Parce que, étymologiquement parlant, le concept d'exister, d'existence, signifie en latin « séparer, fragmenter ». Et là, c'est une clé extrêmement importante. Pourquoi? Parce que, à l'origine, à la genèse des choses, on vient du grand tout, okay, tel son nom l'indique, qui inclut tout. Okay, la source, l'union, l'unité, Dieu, peu importe la terminologie ou l'absence de terminologie. On vient de l'absolu et on s'est fragmenté de cet absolu pour faire l'expérience de la matière, de la densité, des fréquences plus réduites pour être perceptibles au niveau des sens. Okay, l'incarnation, littéralement, signifie carne, en latin, ça veut dire la viande. Pas très glorieux, mais en l'occurrence, c'est comme ça. Ça signifie que l'on s'est extrait de cet absolu pour faire l'expérience de la vie terrestre. Voilà, ça c'est la première chose, sachant que, évidemment, ça fait aussi allusion à la fameuse métaphore du Jardin d'Éden, duquel a été extrait Adam et Ève, disons l'homme archétypal, en tant que fragment de ce Jardin d'Éden, où il prend conscience de sa différence, de sa segmentation par rapport à l'ensemble, le tout, et aussi à son individualité. C'est en ça que c'est essentiel, cette vision de la dualité, parce que c'est ce qui est la clé de l'existence, à vrai dire. Alors, pour véritablement comprendre ce principe, il faut appliquer une vision holistique. Alors, c'est un terme qu'on entend de plus en plus fréquemment, qui est un peu à la mode. Cela étant, c'est ça des siècles et des siècles, ça signifie littéralement en grec « holos », entier, global. En fait, on analyse une situation en tant que tout. On prend de manière séparée chaque élément, en comprenant en gros leur fonctionnalité, leurs tenants et aboutissants, et on essaie de faire une synthèse quelque part. Je vais prendre un autre exemple, c'est pour comprendre véritablement cette approche. C'est le même principe que si vous preniez un appareil électronique et que vous essayiez de le démonter, le démanteler pour comprendre la fonctionnalité de chaque élément, chaque composant, et ensuite, fort de cette expérience de chaque individualité, de le recomposer pour comprendre le mécanisme dans l'absolu. C'est le principe de l'écosystème. Voilà, donc ça c'est une approche holistique, c'est en gros avoir une sorte de vue d'ensemble. Je vais vous donner un autre exemple qui justement casse cette dynamique de la dualité, à savoir si vous êtes en couple, okay, donc il y a deux personnes, okay, qui entre guillemets s'affrontent, il y a un conflit. Okay, dans ce cas de figure, si elles ont recours à des amis, à des collègues, etc., ces tierces personnes vont donner leur avis, leurs conseils. Bon, s'ils les connaissent, c'est un peu différent parce que ça va être biaisé. Le résultat va être biaisé parce qu'ils vont avoir un lien affectif, ils vont faire une projection de ce qu'ils sont, etc. Mais s'ils font appel à quelqu'un qui est censé être objectif, à savoir un professionnel, un thérapeute, un psy, etc., théoriquement, cette personne va les orienter de manière avec une vue, une perspective plus large. C'est ça la dimension holistique. Je vais vous donner un autre exemple, une autre métaphore ou une analogie. C'est le principe, à vrai dire, de la peinture. Okay, on peut considérer que le grand tout, okay, le grand architecte, la source, etc., peu importe comment on l'appelle, serait à la fois la peinture, les paysages, les personnages, et à la fois, au même moment, le peintre. D'accord? Donc, cela étant, si vous êtes à la fois peinture et les personnages, parce que, en fait, chaque fragment, chaque personnage correspond à une incarnation, à savoir vous, moi et d'autres personnes. Okay? Mais cela étant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que pour voir, entre guillemets, pour avoir conscience de cette existence, il faut sortir de l'unité, il faut sortir de l'absolu. C'est le principe quand vous peignez, si vous êtes la tête
dans votre peinture, vous ne voyez rien. Vous êtes obligé de prendre un peu de recul, 1 mètre ou 2, pour avoir un peu de mise en relief, de distanciation, pour pouvoir voir la vue d'ensemble. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que, en quelque sorte, nous faisons partie de la peinture dans sa globalité, mais nous sommes obligés de nous en extraire à la base, à notre origine, à la genèse, quand on s'incarne dans la matière, se fragmenter de l'unité, de l'absolu, pour mieux observer, le rôle que l'on joue individuellement, mais de comprendre surtout, parce que ça, c'est pas la finalité, c'est juste un moyen, première étape pour comprendre qu'on fait partie de l'ensemble de la peinture dans l'absolu, et aussi, on verra plus tard, que aussi on a une fonction et une connivence avec justement le peintre. Alors, ça, c'est extrêmement important. Au-delà, c'est en fait la notion de dialectique liée à la dimension dualiste, en fait, de la dualité. La dialectique, dans la Grèce antique, concrètement, c'est la confrontation à l'autre, aux autres, c'est un échange d'idées. C'est-à-dire que on part toujours du principe que chaque vision n'est qu'un angle de vue, une perspective qui varie d'une personne à l'autre, en fonction de sa personnalité, en fonction de son expérience de vie, etc. Et puis surtout de son angle de vie, ne serait-ce que sur un plan physique. Donc, cette notion de dialectique permet un enrichissement, un élargissement de son champ de conscience, de son champ de vision dans l'absolu. C'est en ce sens aussi que quelque part, notre monde moderne a de plus en plus créé cette espèce de dualité négative, néfaste, dans le sens de la vision de Sartre qui dit « l'enfer, c'est les autres ». C'est-à-dire que l'autre est perçu la plupart du temps comme un envahisseur, une menace, une compétition, etc., etc. Tous les aspects négatifs. Et d'autre part, il y a un autre courant de pensée qui est traditionnel à la base, qui émane de quasiment toutes les cultures, que ce soit musulmane, chrétienne, bouddhiste, etc., qui voit dans l'autre plutôt une bénédiction. C'est ce qu'on a dit en arabe, baraka, qui veut dire la bénédiction. On a le même concept en hébreu, barouk. C'est en gros l'autre, l'étranger, ramène des bonnes nouvelles, les troubadours, les trouvères, ramenaient des histoires, des nouvelles, etc., qui permettaient à l'époque d'élargir son champ de conscience. Donc ça, c'est intéressant de le voir et de le percevoir comme tel. C'est le principe du brainstorming. Vous avez forcément, en confrontant vos idées avec d'autres, vous allez maturer vos propres idées, vous allez accoucher sur d'autres, et ainsi de suite. C'est le principe de la dialectique, qui est nécessaire à se rapprocher d'une forme d'absolu. Voilà. Ça, c'est vraiment essentiel dans la mesure où on a tendance à ne voir qu'une partie du spectre, une partie du même ordre que, je vais prendre 2 analogies. Et ça, c'est lié plus ou moins à la subjectivité et à la relativité. En fait, dans l'absolu, 2 analogies. La première, c'est le Rubik's Cube. Si je prends un Rubik's Cube, je vous le mets devant vous, il y a 6 phases. Donc vous allez me dire, il est rouge. Et je vais vous dire, mais non, vous délirez, il est vert, et ainsi de suite. Quelqu'un sur ma gauche se dira, il est bleu, et ainsi de suite. Voilà. Qui a raison? Tout le monde et personne. C'est-à-dire que c'est un concept multicolore, donc 6 couleurs. D'accord? Donc, il n'y a pas dans l'absolu, c'est pour ça que j'aime à dire, la vérité absolue et la somme des vérités relatives, ce qui signifie quelque part qu'il faudrait connaître l'intégralité, la somme totale des vérités relatives. Et de fait, si jamais je mets par exemple quelque chose à observer, il faut 360 degrés pour avoir toutes les perspectives, tous les angles de vue. C'est le même principe dans la réalité et dans la vie. Donc, cet exemple du Rubik's Cube indique que tout le monde a raison, et en même temps, tout le monde a partiellement raison. Et quand je dis la vérité absolue et la somme des vérités relatives, en quelque sorte, la vérité absolue n'est pas de ce monde. Elle est, on pourrait qualifier de divine, elle est l'absolu, justement. En revanche, la vérité relative est humaine. Ensuite, l'idée, c'est plus vous confrontez, plus vous intégrez de perceptions d'autres personnes, et plus on va, entre guillemets, élargir ce spectre, cet angle de vue. Alors, une autre analogie, c'est celle de la fameuse métaphore de l'éléphant. En gros, c'est 5 aveugles qui sont placés devant cet animal, ne sachant pas de quoi il s'agit, et chacun sans avoir de communication entre eux, sont invités à palper et de là à dire ce qu'ils pressentent être. Alors,
On a un premier qui va toucher la pâte et il va dire c'est un marbre. Un autre va toucher la défense et il va dire que c'est une lance. L'autre va toucher la queue, il va dire que c'est une corde. Un quatrième va toucher la panse et il va dire que c'est un mur. Voilà, et l'autre, l'oreille, et on dira que c'est une feuille de bananier. Voilà. Bon, concrètement, c'est quoi la conclusion? C'est que peut-être ils vont se disputer si jamais ils sont confrontés, s'ils confrontent leurs idées. À vrai dire, tous sont dans l'obscurité, sans jeu de mots, et tous sont dans l'erreur, parce qu'ils n'ont eu qu'un angle de vue, vu que finalement c'est un éléphant. Peut-être que s'ils confrontent et qu'ils échangent entre eux, plutôt que de se disputer et de faire un assemblage des différentes perceptions, ils vont progressivement se rapprocher d'une forme de réalité. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être se dire « Ah tiens, ça a plus vocation à ressembler, je ne sais pas, à un hippopotame, ou peut-être un rhinocéros. » Et de là, du rhinocéros, il n'y a qu'un pas pour trouver l'éléphant. Voilà. Alors, c'est en ce sens que Rumi, le grand soufi, a dit « La vérité était tel un miroir dans la main de Dieu, il est tombé, il s'est brisé, chaque individu en prend un morceau et se dit que toute la vérité s'y trouve. » C'est une phrase extrêmement puissante que l'on reverra à travers notre parcours, dans la mesure où ça peut être encore plus complexe. Mais cela étant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un fragment et je dis voilà, c'est la vérité absolue. Et c'est tout le problème, entre guillemets, actuel, et l'histoire de l'humanité, hein, c'est pas que contemporain, c'est de se dire, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme, j'adhère à une vision, à un champ de vision, donc je veux que nécessairement tout le monde adhère à la même perception, ou totalement à la même croyance. Et c'est tout le problème des conflits de communication, mais aussi de prosélytisme, c'est-à-dire guerre de religion, guerre de territoire et autres, dans l'absolu. Ce sont toute la notion qui fragmente et qui fait en sorte que M. Sartre a raison dans sa manière, dans sa complexion, quand il dit que l'enfer, c'est les autres. C'est dans ce sens que la dualité à ce niveau-là est quelque part négative. Cela étant, si on revient sur la notion binaire de dualité, il n'y a rien de négatif ou positif. Ce sont juste des vecteurs de force en physique. Dès que vous avez une force, est associé son contraire. Et si c'est équilibré, c'est parce que les vecteurs de force se neutralisent quelque part. Donc il n'y a pas une opposition, mais plutôt une neutralisation, voire plutôt une complémentarité. En effet, et ça c'est intéressant de se poser la question, quels sont tous les jeux de contraires? Pour qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait obscurité ou ombre. S'il n'y a que de la lumière, et c'est a priori à l'origine ce serait ça, il n'y a que de la lumière, comment vous voyez la lumière? Comment voir le jaune si vous avez des lunettes jaunes? Si vous avez des lunettes jaunes, un filtre jaune, vous ne voyez plus le jaune. Il faut bien entendu un contraste pour tout. Donc, tout comme la vallée est nécessaire à la montagne et autres. D'ailleurs, en fait, plus on pousse cette notion de dualité, plus on se rend compte que c'est vain de devoir, entre guillemets, choisir. Si je vous pose cette question, vous allez me dire, mais elle n'a pas de sens. Dans la respiration, vous préférez inhaler ou inspirer, pardon, ou expirer? Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est vraiment, sans l'un et sans l'autre, vous mourrez, vous manquez d'oxygène. Donc c'est ce même principe. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est la dualité se retrouve dans la notion taoïste, mais dans toutes les civilisations. Le taoïsme, donc le Tao, c'est un ensemble, c'est le fameux yin et yang, le symbole qui est assez connu. Et à vrai dire, en fait, il n'est pas figé. Il y a deux entités, un principe binaire de yin-yang. Donc yin, c'est plutôt ce qu'on appelle le féminin, mais qui est une polarité, encore une fois, c'est une énergie qui se complète. Cela étant, le Tao n'est pas figé, il est en mouvement, c'est-à-dire qu'il crée une dynamique. En fait, il est en rotation pour créer la vie, quelque part. Sans quoi, sans cette dualité, sans ces deux polarités, c'est comme un circuit électronique ou bien un système d'aimantation, ça ne fonctionne plus. Si c'est neutralisé, c'est le même principe que un lac, c'est une eau, on va dire, neutre, tiède. Cela étant, les courants marins, cette notion de courant chaud et de courant froid, crée justement
une dynamique qui font en sorte que cela crée, ça engendre la notion de dynamique des climats, des saisons, etc. et qui fait en sorte que la nature puisse avoir des cycles et surtout que la vie soit possible sur Terre. Si demain ces courants d'eau chaude et d'eau froide se neutralisaient comme dans un lac, ça créerait du même ordre qu'une eau stagnante, elle serait morte, enfin disons bourrée de bactéries, etc. Et c'est surtout qu'il n'y aurait plus de dynamique des climats. Et en gros, la vie ne serait plus possible sur Terre. C'est très intéressant de le voir comme tel. Yin-yang, on le retrouve dans la culture hindoue avec Ida Pingala. C'est le même principe de féminin sacré, masculin sacré, qui n'a rien à voir avec la sexualité, qui sont, j'insiste, des énergies négatives, positives. Il n'y a rien de méchant dans une polarité d'une pile négative, bien sûr, vous aurez bien compris. Donc c'est vraiment, ce sont entre guillemets que des forces ou que des énergies. Alors, cette vision, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que quand je dis que tout est associé à son contraire, ça sous-entend que si vous avez la physique, il y a nécessairement la métaphysique, du même ordre que dès qu'il y a matière, il y a antimatière. Ça, c'est un fait scientifique. Donc, la métaphysique, concrètement, parce que méta, ça veut dire au-delà, au-delà de la physique. Donc, ça sous-entend l'au-delà, comment dire, l'invisible, les coulisses de la pièce de théâtre, la partie invisible de l'iceberg, etc., etc. Mais, donc, ce qui est intéressant, c'est de le prendre comme une perspective globale. Rien qu'à l'échelle de la physique, on sait que nous avons une vision qui est biaisée et partielle, et notamment à travers la mécanique quantique. La mécanique quantique, pour résumer, pour la faire très simple, soit vous observez une particule, soit vous observez un champ de probabilité. Et en fonction de votre analyse et votre regard, vous influez sur le résultat, le fruit du résultat. Donc, vous figez un état de probabilité, de cette sphère de probabilité, type la roue du casino, donc ça ce serait le champ unifié des probabilités qui tourne, et bam, ça tombe sur un numéro, et c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, une particule. Une particule, c'est, en gros, notre monde est formé de particules, c'est-à-dire que c'est le schéma figé de notre réalité, mais un fragment de la réalité. À vrai dire, nous observons le monde à travers un trou de serrure, quelque part. Et d'où cette notion d'élargissement de conscience grâce à l'application de la dimension holistique, afin de se rapprocher toujours plus de l'absolu, de l'unité, de l'union, etc. Alors, cette vision, pour vous donner un autre exemple, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la dimension quantique, de dire que c'est notamment l'expérience de la fente de Young, des fentes de Young, qui, en fait, en fonction du regard, de l'observation, on obtenait, comme je vous ai dit, une particule ou des ondes. À vrai dire, c'est le même schéma que si vous dites d'une piscine, je veux calculer, vous pouvez calculer soit son volume, en mètres cubes, vous pouvez calculer un poids une masse de l'eau, ce qui est possible aussi. Vous prenez 1,5 litre d'eau, ça fait à peu près 1,5 kg. Ok, bon, 1,5 litre, c'est pas la même chose, 1 litre n'est pas la même chose qu'un kilo. Mais cela étant, ce sont des perspectives différentes. Donc, dans une piscine, donc vous pouvez le faire en mètres cubiques, vous pouvez le faire en poids, et vous pouvez le faire aussi en litres. C'est des choses et c'est des paramètres différents. Mais ça n'altère en rien le résultat, la réalité. Ce sont des perspectives différentes. Voilà, c'est ça où il est intéressant toujours de prendre de la hauteur et d'y appliquer une notion holistique. Et holistique, personnellement, j'ai rebaptisé ce concept qui est personnel, d'holistyle de vie avec un Y. Pourquoi? Parce que le Y, en fait, holy en anglais, ça veut dire saint. Okay, sacré. C'est une application du sacré au quotidien, c'est-à-dire même dans la futalité de la vie de certains, le football, le machin, des choses comme ça, dans ma vie de tous les jours. Et on le verra plus tard avec des exemples concrets. Mais concrètement, c'est une application qui ne cantonne pas le sacré au profane. C'est un mix, c'est une vision, encore une fois, j'insiste, holistique. Et aussi, au-delà, cette application plutôt, on va dire, rationnelle, c'est une sorte d'application de l'entonnoir. Donc, on voit comment est fait un entonnoir, mais c'est un double entonnoir, dans la mesure où on part de l'absolu, un concept. Ensuite, avec des fragments, on va revenir sur un point.
un point de focalisation, un point de singularité. Et de ce point, on peut faire le schéma inverse, à savoir de repartir sur un autre format en l'élargissant toujours plus. Quand vous faites des recherches sur Internet avec un moteur de recherche, c'est exactement ce qui se profile. Plus vous mettez de critères et plus vous allez arriver à un spectre fin d'une forme de réalité. C'est cette application qu'il est intéressante de prendre en guise, entre guillemets, d'habitude, afin de se rapprocher toujours de cet absolu pour comprendre l'existence même de la dualité, j'insiste, qui est nécessaire à la vie. Alors, on pourrait, entre guillemets, résumer ceci avec une phrase qui serait la suivante: la connaissance et la compréhension de la dualité mènent à une vision globale, holistique, demeurant la clé de voûte de l'existence. Alors, on va faire, je vais vous donner un jeu pratique, en quelque sorte. Je vais vous inviter à réfléchir dans votre vie de tous les jours, d'analyser les choses, quelles qu'elles soient, plus simples et anodins, en essayant de le mettre dans un ensemble. Je vais vous donner un exemple. Le football fait partie d'un ensemble plus large qui est le sport. Le sport qui est encore plus large, qui est la distraction, et ainsi de suite. Voilà, donc essayez de voir, entre guillemets, les ramifications de l'existence dans son absolu. Et plus vous adoptez cette approche, après, de la même manière, on peut encore fragmenter dans l'autre sens. C'est-à-dire que le football, il y a du football féminin, du football masculin, il y a du football professionnel, amateur, il y a du football en salle, etc. Donc, vous aurez bien compris le parallèle. Et cette idée de systématiquement de voir en fait comment c'est organisé en termes de ramification, et au-delà d'éventuellement de voir aussi les schémas de dualité binaire, c'est-à-dire 0-1, dans le sens chaud-froid, positif-négatif, homme-femme, et ainsi de suite. De voir aussi ce point en fait, d'équilibre entre les deux, à quel niveau sont en équilibre, à savoir qui réunifie le Tao. Il faut savoir que le Tao, c'est un absolu, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Quand vous parlez du Tao, littéralement, vous sortez, vous extrayez du Tao. En gros, c'est impossible. Ce n'est pas de l'ordre de la conscience humaine. D'où cette notion, entre guillemets, d'élargir son champ de conscience et petit à petit venir à des consciences, entre guillemets, altérées, qui vous fait sortir de votre perception limitante de la personnalité. C'est ce qu'on verra sur d'autres concepts. Donc voilà, je vous invite à tenter ce jeu dont l'objectif est que petit à petit, dans votre quotidien, devienne cette routine d'appliquer une vision holistique qui, encore une fois, vous permet de vous rapprocher d'une vision d'ensemble qui permet aussi d'aboutir à une certaine forme d'unité sur laquelle on va travailler pendant ces différentes séances. Voilà, je vous invite vivement à méditer passivement, activement, intuitivement sur les éléments de cette vidéo, éventuellement de la regarder à plusieurs reprises, de prendre des notes si besoin, d'essayer aussi de la reformuler à votre sauce pour voir si vous avez bien intégré en faisant une synthèse par exemple, ou tout au moins en essayant de reformuler à votre compte, et puis également éventuellement de la partager, notamment pour échanger avec les autres, pour voir leur perception et aussi dans ce cheminement qui est intérieur, personnel, mais qui, entre guillemets, s'enrichit dans la confrontation des idées des autres. Voilà. Et dernière chose, j'insiste, c'est toujours intéressant de reformuler, de transmettre aux autres, parce que c'est une manière de voir, en tant que feedback, ce qu'on a véritablement compris. Alors, bien entendu, il s'agit d'une clé qui vous mènera petit à petit vers le passe-partout qui est personnel, qui est propre à vous-même, dans la mesure où il y a un nombre infini de clés, de portes, etc. Et tout dépend de vous, dans la mesure où tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. Voilà. À bon entendeur, salut, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.